Bonjour à tous, demain s'ouvre le festival de BD d'Angoulême. Le 9e art connaît un vrai succès auprès des jeunes comme des adultes. Plus de 4000 nouveaux titres paraissent chaque année. Il en existe dans tous les domaines et la BD chrétienne n'est pas absente de la scène. L'occasion pour la famille en question de nous demander quelles BD plaisent, pourquoi, et puis quelles sont les bonnes BD et les moins bonnes. C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Marie-Christine Le Floch. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez 6 enfants, dont 3 ados fans de BD. Et votre mari également est un grand fan. Vous nous direz un petit peu les BD qu'ils aiment. À vos côtés, Benoît Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle BD chez Bayard et également scénariste. Alors je signale au passage l'une des bandes dessinées que vous avez publiées, le tome 16 des Chercheurs de Dieu. Merci d'être avec nous. Et enfin, on retrouve Jean Villeminot, notre diacre et chroniqueur. Bonjour Jean. Bonjour Stéphanie. Et vous nous apporterez, vous, votre regard sur ce thème tout à l'heure. Alors, avant d'aller plus loin, un portrait en images. Il fait partie des jeunes talents de la BD et a été sélectionné au Festival de la BD d'Angoulême. Laurent Bidault a ouvert son atelier à Frédéric Jakovlev. Le geste est précis, simple, répété des centaines de fois. Il y a chez Laurent Bidault un côté moine bénédictin. La solitude, le silence de la création. Et puis il y a cette lumière qui éclaire sa planche ce jour-là. Presque une lumière céleste qui donne à son bureau un aspect quasi monacal. Laurent Bidault a un frère capucin, il s'est fait connaître avec un ouvrage sur les Chartreux, un autre sur Padre Pio. La thématique religieuse le passionne. C'est ce que j'avais dit au père prieur de la Lande Chartreuse quand il m'avait dit « De quoi vous aurez besoin pour travailler sur une bande dessinée sur la Lande Chartreuse ?» Je lui ai dit une cellule, du papier et puis un crayon. Il avait rigolé. Mais finalement, c'est sans doute ce qui m'a rapproché de ces moines dans leur cellule. C'était cette solitude. La solitude. Laurent sait de quoi il parle. Entre ses premières esquisses et la mise en couleur, 3 jours de travail pour chaque planche. Et cela, c'est sans compter les recherches historiques, l'écriture du scénario. Au final, des mois de labeur pour chaque ouvrage. Laurent travaille dans un petit atelier situé dans les combles de la maison familiale. Autour de lui, la vie, ses 3 enfants à l'école ce jour-là. La famille, pour ce solitaire, c'est un peu le lien, une ouverture au monde. C'est vrai que la famille, c'est important parce que je demande toujours plein de nouvelles. Ma femme qui sort beaucoup, qui va au marché, qui rencontre des amis, etc. Puis les enfants qui reviennent de l'école aussi, ils apportent beaucoup de nouvelles intéressantes. La famille est importante. Très. Une fois par jour, Laurent va se promener en forêt. Il marche pour s'aérer, changer d'air. Ce jour-là avec Clémence, sa fille aînée de 16 ans. L'adolescente a eu cette chance, grandir avec un père très présent, toujours à ses côtés. Un père que ses copines pourraient même lui envier. À chaque fois que je leur dis que j'ai un père qui travaille à la maison, elles... Oh là là, ma pauvre. Ils disent Ça pas dépend. ça ouais. Oh la pauvre, elle a son père tout le temps sur le dos. Non, mais souvent, Non. pas beaucoup qui ont cette chance quand même. Il est là au repas et c'est sûr qu'un père qui rentre que le soir, une fois qu'on est couché, il est beaucoup plus présent. Clémence a aussi la chance d'avoir un père un peu atypique. Un père artiste dans un domaine qui passionne les jeunes. Depuis quelques semaines, elle travaille avec lui autour d'un projet sur les rameaux. Une commande d'un site internet chrétien qu'ils ont choisi de réaliser à 2. Clémence écrit le scénario, Laurent dessine. À travers cette collaboration, c'est aussi une rencontre entre un père et sa fille, une façon de se redécouvrir autour d'un projet professionnel, celui-là. Puis c'est amusant aussi de travailler avec papa, ça le voit un peu différemment. Mais au début, ce qui était dur, c'était qu'on avait carte blanche. Ouais. On avait l'évangile, mais il fallait pas l'illustrer d'une manière quelque chose d'original. basique. Voilà. Donc on est parti dans plusieurs directions. Et puis petit à petit, on a affiné notre recherche. Une première collaboration rendue possible grâce à la bande dessinée. Un média qui par essence s'adresse à toutes les générations, les petits comme les grands. Et c'est là le principal mérite de cet art. Alors Marie-Christine, vous connaissez cet auteur, Laurent Bidault? Oui, bien sûr, parce que nous avons les 2 bandes dessinées, 3 même avec le suaire, là. D'accord, Le linceul, l'Éternel, d'accord. Benoît Marchand, alors une question sur la BD chrétienne. Comment elle se porte, cette BD chrétienne, ce secteur-là en particulier?
Il se porte bien. C'est une niche par rapport à l'immensité du marché de la BD. Vous avez des chiffres à peu près pour, en termes de publication BD chrétienne? Non. Je suis nul en chiffres, c'est des choses que je ne retiens absolument pas. Mais en tout cas, c'est un secteur qui se porte bien, dans lequel il y a des éditeurs, donc la BD chrétienne, dans lequel il y a quelques éditeurs courageux qui sortent des collections. Des gros éditeurs qui sont... Des gros éditeurs ou des éditeurs plus régionaux. Pas spécialisés en tout cas. Mais l'important, c'est qu'ils sortent des choses de qualité, c'est-à-dire de la vraie bande dessinée, avec une vraie histoire, un scénario qui se tient, et voilà. Et en tout cas, ils sont très présents à Angoulême chaque année, par le biais de l'équipe de Chrétiens Médias d'Angoulême, et qui tient un stand très important à la cathédrale, où ils vendent le meilleur de la production de la BD chrétienne. D'accord. Marie-Christine, alors vous parliez de Laurent Bidault, vous avez ces BD. Vous en avez d'autres, des BD chrétiennes? C'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, bien sûr. Oui, on en a beaucoup. Ça va du Loupio pour les plus jeunes jusqu'à Saul de Tarse, où on a beaucoup de vies de saints. D'accord. Mais oui. Pour vous, c'est un bon moyen d'introduire les enfants moi, j'aime beaucoup lire les vies de saints. J'ai fait ça toute ma vie chez ma grand-mère. Belles histoires, belles vies. Je trouve ça, et les enfants aussi aiment beaucoup. Je me dis que ça leur apprend aussi à travers la BD. D'accord. Ça a toujours fait partie de votre univers familial, la BD? Oui, il y a toujours eu Astérix ou Gaston Lagaffe chez mes grands-parents, et on se précipitait sur le magazine de Spirou, et malheureusement on n'avait jamais la fin de l'histoire. Bon, et en tout cas, votre mari et vos enfants sont également de grands fans. Oui, plus que moi. Plus que vous. Alors, qu'est-ce qu'ils lisent? Un peu de tout. Un peu de tout. Beaucoup d'humour et de fantaisie. Ils sont fans de la série Trolls de Troie et autres. Alors, c'est des trolls qui mangent des humains, c'est pas toujours... Ça vous plaît moins, ça? Les grands classiques aussi, Astérix, Black et Mortimer. Ma fille, Mayouen, qui a 10 ans, aime beaucoup tout ce qui est présentation d'autres pays. Elle aime bien Buddy Longway parce qu'elle dit on découvre les Indiens puis on apprend qu'on peut cohabiter. La série Jonathan, où on découvre les Tibétains. Ça s'est transmis comment à vos enfants? C'est essentiellement par votre mari? Je pense que c'est mon mari en premier, parce que lui est fan et depuis grand toujours. Consommateur. Grand consommateur, on en a 5 ou 600 chez nous. D'accord. Et puis petit à petit, les enfants s'y sont mis. Maintenant, c'est eux qui prescrivent pour certaines séries. D'accord, c'est eux qui ont des suggestions. Benoît Marchon, la BD, c'est... Marie-Christine nous dit qu'elle est moins portée sur la chose. C'est plutôt une lecture masculine? Malheureusement, oui, encore beaucoup. D'accord. Ça a été exclusivement pendant toute une époque, parce qu'il y avait surtout des héros masculins, et c'est vrai que les femmes existaient très peu, ou alors c'était des espèces de caricatures, c'était la Castafiore, caricatures de femmes, ou alors des espèces de faire-valoir, des bimbos, des femmes objets. Un peu macho, la BD, là. Assez macho pendant longtemps. Heureusement, nous en sortons. Heureusement, il y a quand même des héroïnes féminines qui apparaissent, et surtout, dans les nouvelles générations, il y a beaucoup de femmes auteurs de BD qui arrivent et qui vont petit à petit, je pense, changer complètement la donne. Et ça, j'en suis ravi, parce qu'effectivement, je trouve que c'est très malheureux que ce soit une lecture plutôt masculine. Mais il y a aussi quelque chose, je ne saurais pas dire très précisément pourquoi. Je constate qu'il y a souvent chez les adolescents, surtout, les garçons sont plus portés vers la bande dessinée, alors que les filles sont plus portées vers les romans. Voilà. Et ça, je ne l'explique pas pourquoi. Mais c'est un fait. Dans des familles où il y a aussi bien des bibliothèques dans lesquelles il y a des bandes dessinées et des romans, le garçon ira plus spontanément vers la bande dessinée, alors que les filles, beaucoup de filles iront plus spontanément vers les romans. En tout cas, comment est-ce que vous expliquez le succès de la BD depuis ces 20 dernières années? Ça a connu... vraiment une expansion, une croissance assez incroyable. Plus de 4800 titres, je crois, parus en 2009. C'est énorme. C'est à peu près 6,5% du marché global de la BD. Enfin, du livre, pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lit moins de livres et on lit plus de BD? Alors là, je voudrais tout de suite, pour moi, la bande dessinée est un livre à part entière. Je ne peux pas employer ce terme. Alors, on va dire d'autres types de livres. Alors. Voilà, de textes, on va dire. Alors pour moi, c'est bon. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, contrairement à Madame. J'ai grandi dans une famille. Je suis d'une famille nombreuse. On était 11 enfants, et mes parents, à l'époque, dans les années 50-60, alors que la BD était encore mal vue,
mes parents ont tout à fait accepté que l'on grandisse en lisant Tintin et Spirou, qui étaient les revues auxquelles on était abonnés. Et qu'on attendait chaque semaine l'arrivée du nouveau Tintin et du nouveau Spirou pour avoir la suite des histoires à suivre. Et puis, aux anniversaires, à Noël, etc., on recevait des albums. Donc j'ai vraiment... Je suis tombé dedans comme quand j'étais petit, comme Obélix avec la potion magique. Et j'ai grandi, j'ai appris à lire avec la bande dessinée. Mais on est moins dans cette logique de l'histoire qui sort chaque semaine, hein, comme c'était le cas à l'époque. Maintenant, c'est des albums en dur. C'est souvent des albums en dur. Nous, on perpétue à Bayard, dans nos revues, à Strapi Okapi, l'histoire à suivre. Mais je crois que le grand succès de la bande dessinée, c'est que ça réconcilie le plaisir d'une histoire qu'on raconte et en images. Le XXe siècle, c'est quand même le siècle où les images ont pris énormément d'importance, avec le cinéma, avec la télévision, etc. Et la bande dessinée réconcilie la littérature, enfin l'art du texte, avec l'art de l'image. Et pour moi, je crois que c'est ça qui fait que c'est devenu un langage, enfin un art très important. Marie-Christine, alors qu'est-ce qu'on y apprend selon vous, ou pour vos enfants, hein, vous parliez de la vie des saints par exemple, vous avez le sentiment que vos enfants apprennent quand même des choses en lisant des BD? Je ne sais pas. Je pense pas, parce qu'eux, ils sont pas convaincus. Ils préfèrent les BD d'humour ou de fantaisie, celles où ils s'évadent. Est-ce qu'ils apprennent réellement? Je ne sais pas. Je pense que pour eux, c'est surtout un grand moment de détente. Et alors, ça ne les empêche pas de lire des livres par ailleurs, sans images. Ils ont d'autres lectures. Oui. Et Benoît Marchon, on y apprend des choses quand même? Je crois que même dans les BD d'humour, on apprend des choses. Je pense qu'on apprend, justement, on peut apprendre l'humour, on peut apprendre à regarder la vie avec humour, on peut apprendre à prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, à prendre du recul. Je crois que l'humour, c'est quelque chose de très formateur. Enfin, c'est un apprentissage très important aussi, l'humour, pour moi. Qu'est-ce qu'une bonne BD, selon vous, en dehors des grands classiques, évidemment, qui sont un peu universels, mais c'est quoi une bonne BD aujourd'hui? Alors, une bonne BD, c'est difficile à définir, parce que si on avait la recette, on ne publierait que des bonnes BD. Une bonne BD, c'est d'abord quelque chose qui donne du plaisir, quelque chose qui éventuellement... Enfin, nous, on essaie que ça défende quand même des valeurs qui sont en lien avec les valeurs de l'Évangile, ou les valeurs humanistes. C'est quelque chose qui est bien dessiné et qui emmène le lecteur, alors soit à découvrir le monde, soit à se découvrir lui-même, soit à s'évader du monde. En gros, si on voulait essayer de résumer, je dirais ça. Et pour vous, Marie-Christine, les BD qui peuvent vous plaire, vous, par exemple? Celles qu'on lit avec plaisir, tant sur le texte que sur l'image, et dont on attend le tome suivant avec impatience. D'accord. Lesquelles vous plaisent dans celles que vous avez pu lire, même si vous êtes moins fan? Il y a L'Épervier, par exemple, l'histoire d'un corsaire. Là, vous me prenez de court. Je sais que les enfants aiment beaucoup De Cap et de Croc, parce que c'est des mousquetaires qui ferraillent. Je pense qu'ils ne voient pas tous les jeux de mots, là, pour le coup. Récemment, non, j'ai plus d'idées. Si, Le Voyage des Pères, qui a été un grand moment d'humour pour nous. Ça raconte l'histoire de Jonas, le père de Pierre et André, et Zébédée, le père de Jacques et Jean, qui se retrouvent tout bêtes avec leur barque, leurs poissons et tout. Leurs fils ont été emmenés par Jésus, et ils partent à leur poursuite. Et j'avoue que c'est très respectueux de l'Évangile, et ça nous a bien fait rire. En même temps, donc ça combinait plusieurs choses. Benoît Marchon, alors la question du choix, puisqu'on le sait, il y en a beaucoup, c'est un marché qui foisonne. Comment choisir selon les tranches d'âge? Parce que c'est pas toujours très explicite, ça. Alors moi je crois aussi que la bande dessinée justement échappe un peu à la catégorie des tranches d'âge, plus que des romans, plus que des essais, des documentaires. Je pense qu'il y a un côté, je pense qu'une bande dessinée, vous citiez Blueberry par exemple, ça peut plaire effectivement, peut-être pas très tôt, mais ça peut plaire à partir de 10 ans, mais jusqu'à 50, voire 60 ans. On est moins dans des catégories comme ça, de tranches d'âge. Tintin, le génie d'Hergé, c'est d'avoir fait une bande dessinée pour les 7 à 77 ans. Et c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, dans les auteurs d'aujourd'hui. On a quand même beaucoup de BD aujourd'hui qui paraissent pour un public adulte.
Alors, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour un public adulte, c'est vrai. Là-dessus, on ne peut pas mettre entre les mains des enfants. Les jeunes vont de plus en plus, les jeunes, je trouve, sont beaucoup plus matures qu'avant, et les goûts des jeunes vont vers des bandes dessinées, effectivement, qu'on pourrait penser plus pour les adultes. Vous citiez Trolls 3 tout à l'heure, c'est vrai que les premiers Trolls 3, je me disais, c'est plutôt pour des grands adolescents, etc. Mais on voit de plus en plus des jeunes de 9, 10, 11 ans qui adorent, qui sont tout à fait à l'aise dans Trolls 3, par exemple. Marie-Christine, vous êtes attentive justement au type de lecture de BD moi, je suis pour pas vos tout enfants. à fait Comment d'accord vous avec faites? monsieur. Comment ça se fait avec votre mari? Parce que vous choisissez, vous les lisez, vous jetez un coup d'œil avant de les mettre dans leurs mains? On jette toujours un coup d'œil avant de les mettre dans leurs mains. Et justement, moi, non, je trouve qu'il y a certaines images qui peuvent heurter les plus jeunes. Certains cas. Donc ces BD-là, nous, on les met à un étage spécial. Ils doivent demander la permission avant de se servir. D'accord. Je pense à des BD comme Alpha ou des choses comme ça, où il y a quand même des scènes un peu érotiques. C'est vraiment pas fait pour les petits. Public enfants et ados. D'accord. Parce que Benoît Marchand, il y a quand même pas de signalétique, j'allais dire. On en a pour les films. Non, les éditeurs en mettent pas pour les BD. Il y a clairement des choses qui sont pas pour un public jeune. Là-dessus, comment s'orienter? Est-ce qu'il y a des sites spécialisés, des revues qui nous donnent des éléments d'information? Des revues, il n'y en a pas énormément, parce que les revues spécialisées en bande dessinée sont plutôt des revues pour adultes, pour aficionados, pour bédéphiles. Non, j'aurais envie de dire les revues dans Okapi, par exemple, on a des sélections de bandes dessinées. Chaque année, au moment du salon d'Angoulême, on fait un numéro un peu spécifique pour dire un petit peu, voilà, les séries qui sont les séries préférées des lecteurs. Voilà celles que nous rédaction d'Ocapi, on trouve les plus intéressantes. Ou alors aller chez des libraires spécialisés BD en leur demandant conseil aussi. Quelques exemples de votre sélection de cette année dans les bonnes lectures? Alors l'année dernière, par exemple, on avait le choix des lecteurs, c'était très intéressant parce qu'on avait fait une sélection par genre. Et alors il y a effectivement les grands classiques, comme vous disiez tout à l'heure. Alors par exemple dans la catégorie aventure, il y avait trois présélectionnés, c'était Tintin, Détective Conan qui est du manga, et Spirou et Fantasio. Et c'est Tintin qui a remporté la palme. Dans la catégorie histoire et science-fiction, les trois présélectionnés, c'était Astérix, La Rose écarlate. Je ne sais pas si vous connaissez La Rose écarlate, c'est une très formidable série de cap et d'épée avec une héroïne, justement. Voilà, on parlait des héroïnes tout à l'heure. Et c'est un mix entre la BD réaliste franco-belge et le manga, mais qui est très réussi. Donc Astérix, La Rose écarlate, Lucky Luke, et c'est Astérix qui a gagné, donc vraiment les grands classiques. Catégorie Heroic Fantasy, on avait les trois présélectionnés, Trolls 3, Le Collège Invisible, Les Légendaires, et c'est Trolls 3 qui a gagné. Catégorie Gag, les profs Titeuf et Gaston. Contre toute attente, c'est pas Titeuf qui a gagné. Et alors, ce sont les profs. Vous en parlez là, c'est quand même aussi, ça surfe sur une vague un peu entre deux, c'est-à-dire ado, mais ado un petit peu scato. C'est pas forcément pour tout public non plus, non? Je suis un grand défenseur de Titeuf. J'ai été au début un peu choqué par Titeuf. Et je me suis aperçu que finalement c'était un univers qui était le vrai univers des garçons d'aujourd'hui, sans aucun tabou, sans aucune censure. Et d'ailleurs, j'ai prépublié, post-publié Titeuf dans Okapi pendant un certain temps. Et j'en suis très, très content. Et je trouve que Titeuf, c'est quelque chose de remarquable parce que c'est pas l'enfant modèle, c'est pas l'enfant sage, mais c'est, je crois, de mon point de vue, les garçons d'aujourd'hui, tout ce qu'ils vivent dans les cours de récréation entre eux, et avec leur découverte un peu étonnée du monde des adultes, de la sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas des projections des auteurs adultes qui projettent leurs propres idées sur le monde de l'enfance, de la jeunesse, qui n'est pas forcément si axé sur ces choses-là, mais est-ce que ce n'est pas les adultes, même les auteurs, qui leur mettent dans la tête certaines choses? Vu le grand succès et que ça marche tellement bien, je pense que ça touche quelque part quelque chose de très présent dans la tête des enfants. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore des vrais BD pour enfants selon vous? Est-ce que, je pense à certaines choses qui ont pu évoluer dans le temps, on pense à Spirou, qui est devenu le petit Spirou, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Il s'est décliné, il y a le grand Spirou qui continue à vivre des aventures. Mais alors le petit Spirou, là aussi, c'est un personnage qui est un petit peu, qui surfe sur plusieurs vagues. Là-dessus, est-ce que ça s'adresse par exemple aux enfants? Enfin, pas forcément. Donc il n'y a pas une confusion des genres aussi pour certains?
certaines BD qui auraient évolué, dont les auteurs d'origine ne seraient plus forcément là et qui auraient pris un peu Il est certain que si Franquin n'était pas mort, lui qui a animé le Spirou et Fantasio pendant des années, s'il voyait ce qui est devenu cette série Le Petit Spirou, je pense qu'effectivement il ne serait peut-être pas très fier de ça. Marie-Christine, vos enfants lisent le Petit Spirou? Ah non, ni Titeuf ni le Petit Spirou, ça n'est pas entré chez nous. Ouais. Par choix Par choix, parce que nous, on n'aime pas, on trouve ça pas très simple, pas bien écrit au niveau du français, tout aussi. En revanche, vous demandiez s'il y a des BD pour enfants. Oui, ça peut commencer très jeune. Je pense à une série qui s'appelle Monsieur Blaireau et Madame Renarde. Ils se retrouvent les deux sans logis et décident de cohabiter dans le même terrier, d'où plein d'aventures. C'est vraiment à partir du CP, ça. Et Benoît Marchand, alors, côté BD pour adultes, là aussi, il y a énormément de choses. Vous avez des éléments de référence, ou d'appréciation? Ça vous prenez un petit peu au dépourvu, parce que je ne pensais pas que vous me posiez la question là-dessus. Il y a énormément de choses. J'ai pas d'idées comme ça qui me viennent, mais... il y a de la bonne BD pour adultes aujourd'hui qui sort. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire le tri dans tout ce qui sort. D'accord. Et justement, est-ce qu'il faudrait contrôler ce qui circule? Est-ce que vous pensez que les éditeurs, vous faites partie d'une maison d'édition, devraient peut-être donner des indications un peu précises sur ce qu'on trouve dans certaines BD ou pas? Le rôle d'un éditeur en bande dessinée, comme dans tout le reste, c'est de publier ce que lui trouve intéressant, et après au public de faire le choix et de plébisciter certains auteurs et de rejeter certains autres. La qualité, le tri se fait de lui-même. Mais je crois que c'est important que les éditeurs continuent à publier une grande diversité de choses. Et de toute façon, ce qui est bon, de toute façon, la qualité se reconnaîtra un jour ou l'autre. C'est le public qui fait toujours qui décide au bout du compte du succès ou pas. Marie-Christine, une toute dernière question. Est-ce que il vous est arrivé d'avoir chez vous des BD qui atterrissent dans les mains de vos enfants qui n'étaient pas forcément... quelque chose que vous auriez souhaité Rarement. C'est rare. Rarement, puisqu'elle passe dans nos mains et que j'ai un sixième sens qui me permet d'ouvrir juste à la page où il y a la dame toute nue, etc. Donc après c'est notre jugement. Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on s'en débarrasse? Si vous considérez que c'est pas pour eux. D'accord. Merci à tous les deux. Jean, alors je me tourne vers vous. La BD, c'est quelque chose qui fait partie de votre univers aussi. Oui, bien sûr. Oui. Non, la BD est un art, incontestablement. Et il faut bien remarquer d'abord que ça ne touche pas tous les pays. Vous l'avez d'ailleurs suggéré. C'est vrai en Belgique, c'est vrai en France, c'est vrai au Japon. En revanche, c'est pratiquement inexistant dans des pays comme l'Italie, l'Espagne. Ça correspond donc à une culture assez particulière. C'est un art comme la littérature, comme le cinéma, comme d'autres choses. Comme tout ce qui est artistique, et vu le succès de la BD, ça a été pollué, dans certains cas, par le fait qu'au titre de l'art, on peut se permettre n'importe quoi. Il faut savoir que l'art peut être immoral, et donc les BD peuvent être immorales et voire franchement mauvaises. Et franchement destructrices pour l'esprit ou pour l'âme. Il faut être lucide. Et les parents, comme je le sens à travers ce que vous dites, ont un devoir important de vérifier ce que lisent les enfants. Et les adultes aussi ont le devoir de faire un choix, puisqu'il peut y avoir des films destructeurs pour la personne humaine, comme des films absolument magnifiques, et il peut y avoir des BD qui sont mauvaises, et des BD qui... Il y a des BD sataniques, ça existe. Il y a des BD qui sont glauques comme il n'est pas permis, ça existe. Et malheureusement, c'est là, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des chefs-d'œuvre absolus. Ce que je crois quand même qu'il faut souligner, c'est que moi, personnellement, mon expérience personnelle, j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir à lire les BD, mais je ne peux pas dire qu'une BD m'ait fait faire un travail de l'intelligence. Jamais. J'ai toujours eu de la joie, du plaisir, mais ça, de ce point de vue-là, le livre. Alors, le livre,
je ne voudrais pas vous choquer, mais je parle du livre dans lequel il n'y a pas d'image, ne peut pas être remplacé de ce point de vue-là. Il y a vraiment, je ne vois pas que la BD puisse conduire à faire un travail d'intelligence. Donc je pense aussi qu'il faut veiller à un certain équilibre entre les différentes lectures que l'on peut avoir, parce que c'est certain que la dimension du plaisir, la dimension de la joie, la dimension de la découverte, la dimension de l'histoire, je comprends très bien que les filles préfèrent les romans et que les garçons préfèrent les BD. Moi, je trouve ça finalement pas choquant. C'est assez sympathique de voir une différence entre les filles et les garçons. Ça ne me choque pas. C'est vrai que dans Tintin, il n'y a que des hommes. C'est vrai que dans Black et Mortimer, il n'y a que des hommes. C'est vrai que dans des quantités de BD, dans Astérix, il n'y a que des hommes. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais il y a de la relève. On arrive au terme de cette émission. Alors juste, sachez que ce sont 2 mangas qui remportent le prix 2010 du Festival de la BD chrétienne, Le Messie et la Métamorphose. Et puis, alors si vous souhaitez connaître le programme d'Angoulême, vous pouvez consulter le site www.bdchrétienne.net. Sachez aussi que KTO sera présent pour couvrir cet événement à travers le magazine Hors les murs que vous pourrez voir le 11 février sur notre antenne à 20h40. Et puis pour retrouver cette émission, eh bien, je vous renvoie à notre site kto.tv.com. Merci à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.